Je suis une écrivaine à succès. J'ai lancé des best-sellers. J'ai fait des livres qui ont fait la presse. J'ai lu des journaux qui ont fait la une. J'ai lancé plusieurs histoires dans le monde entier. J'ai regardé des films et j'ai lu des livres inspirés d'histoires vraies. Je ne fais que ça de ma vie, mais aujourd'hui je suis prête à me lancer dans l'une des histoires les plus brèves et les plus vraies au monde. Une histoire qui m'a marqué à jamais. Aujourd'hui, je vais écrire un livre sur moi et ma famille, sur l'assassinat de mon frère, sur l'assassinat de ma sœur et sur les tueries de ma famille entière. Ma mère est morte tuée par une balle dans la poitrine. Mon père est mort assassiné par un couteau dans le ventre. Et mon frère s'est fait tuer et ma sœur s'est fait assassiner par le même serial killer que mon frère. Un homme habillé et vêtu de noir avec une tête de bébé. Cet homme, ce serial killer avec la tête de bébé, je le cherche et je vais le trouver. Je le cherche depuis que j'ai commencé à lire Les Fleurs du Mal. Je le cherche depuis que j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup de livres sur des histoires vraies. Depuis que j'ai commencé à regarder des films sur des histoires vraies. Depuis que j'ai commencé à faire ça, à lire des livres sur des gens qui ont marqué l'histoire, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais marquer l'histoire de la mort tragique de mes parents, de la mort tragique de mes frères et de mes sœurs. Ce tueur en série avec la tête de bébé et avec son costume noir, je me suis dit que je n'arrêterai de chercher que lorsque l'histoire de mes frères, de mes sœurs et de ma famille sera vue au jour. Lorsque cette histoire sera vue au jour, j'arrêterai d'écrire et je lancerai ce best-seller sur ma vie à moi, sur ce que j'ai dû subir, sur ce que j'ai dû endurer. Car mes frères et mes sœurs ont dû endurer pire que moi, pire torture, mais savoir que quelqu'un dans ta famille meurt est pire torture que mourir par quelqu'un qui te tue. Je vais lancer un best-seller écrit par moi-même, inspiré d'histoires vraies, sur mon histoire vraie, sur l'assassinat de ma mère, de mon père, sur les tueries de mon frère, de ma sœur, sur les gens qui sont morts autour de moi. Je ne sais pas encore comment ce livre s'appellera, mais je sais que je vais lui donner un nom très bref et très raccord avec l'histoire que je vais écrire, très raccord avec l'histoire qui est mon histoire. Cette histoire est la suivante, car le jour où j'ai su qu'on enterrait mon frère et ma sœur, lorsque j'ai vu les deux cercueils côte à côte descendre dans un trou profond de 3 mètres, avec les croque-morts à côté, descendre le cercueil dedans, j'ai su que c'était la fin d'une histoire, la fin d'une apogée entre mon frère et mes sœurs. Lorsque j'ai vu cette image, lorsque j'ai su que mon frère et ma sœur étaient réellement et bel et bien morts, j'ai su que c'était la fin d'une apogée, la fin d'une histoire, mais le début d'une autre, car la fin crée le début de quelque chose et le début crée la fin. C'est un cercle vicieux, ça ne s'arrêtera jamais. Si le début crée la fin et que la fin crée le début, c'est un cercle vicieux. Mais lorsque j'ai su qu'ils étaient enterrés, morts et dans un cercueil, qu'ils allaient passer le reste de leurs jours dans l'obscurité à revoir leurs pires moments de leur vie, enfermés dans une boîte qu'on a, qu'on a refermée par-dessus leur visage, j'ai su que c'était la fin de quelque chose que j'avais vécu avec eux. Cette boîte qui était leur cercueil, une boîte qu'on avait refermée par-dessus leur visage, une boîte qu'on avait longuement regardée à l'enterrement, une boîte qui leur servira de tombeau jusqu'à la fin de leur jour, j'ai su que mon livre parlerait de ça, et que la première page serait intitulée sous forme de l'enterrement. La première page s'appellerait l'enterrement, car la première page de mon livre parlera entièrement de leur enterrement. La première page de mon livre parlera entièrement de l'enterrement de ma sœur et de mon père, de mon frère et de ma mère. Cette page-là parlera et s'intitulera l'enterrement. Elle parlera entièrement de ça. Elle sera dédiée à ce moment que j'ai vécu, cette haine, ce vide qui s'est propagé à l'intérieur de moi comme une maladie, comme un cancer qui vous traverse les veines, qui vous traverse les os, la poitrine, qui, qui prend place dans votre corps. Eh bien, j'ai su que je n'arrêterai jamais d'écrire sur eux, tant que je n'aurai pas d'écrit
qui est réellement ce tueur, lorsque je n'aurai pas trouvé qui il est réellement, je n'arrêterai jamais d'écrire sur eux. Même si ce livre doit avoir plusieurs chapitres, même si ce livre doit prendre plusieurs pages, plusieurs mois, plusieurs années, ou même me conduire à la mort, même si ce livre doit me conduire jusqu'à là, je sais que même s'il me conduira jusqu'à là, je rejoindrai mes frères et mes sœurs. Je rejoindrai ma famille, je rejoindrai mon père et ma mère. Donc je sais que je continuerai toujours à écrire sur eux. Malgré ça, je veux démasquer ce tueur, car je veux sa peau. Je veux ma vengeance. Même si ma vengeance doit être une vengeance par écrit, je continuerai à écrire sur eux. Un jour, j'ai trouvé sur Internet un article parlant de ma famille. J'ai trouvé cet article par pur hasard parlant de ma famille lorsque je faisais des recherches pour écrire sur eux. Même si je n'ai pas réellement besoin de recherche pour écrire sur des gens que je connais, j'ai fait des recherches pour essayer de savoir ce que d'autres gens avaient appris par rapport à leur mort et par rapport à ce serial killer qui tuait des gens. Habillé de noir avec un masque de bébé, j'ai su que cette personne avait réellement une identité. Ça ne pouvait pas être quelqu'un qui n'en a pas. Tout le monde a une identité, même un serial killer qui essaye de se faire passer pour quelqu'un d'autre. J'ai su que cette personne avait une identité. J'ai alors cherché sur Internet ce que les gens avaient trouvé à propos de lui. Cet homme se fait passer pour un tueur, mais est déjà réellement un tueur. Il se fait appeler le tueur de bébés. On l'appelle comme ça parce qu'il a un visage de bébé, un corps de tueur et qu'il est habillé tout en noir. Ses victimes, il les utilise d'abord sous la forme d'un enfant, c'est-à-dire qu'il utilise ses victimes sous la forme de comme si c'était leur propre enfant. Donc, il, il, donc, ce tueur en série, pour expliquer concrètement, car c'est très difficile à expliquer, excusez-moi, mais concrètement, ce tueur utilise les victimes qu'il prend dans la rue, donc c'est-à-dire mon frère, ma mère et ma sœur, et mon père. Il les a utilisés en tant que victimes, et ensuite il les a bordés en tant que fils, en tant qu'enfants. Il les a bordés, il les a chéris, il leur a donné à manger et à boire. Mais à la toute fin, cet homme fait semblant de péter un câble, et ensuite il s'en prend aux personnes qu'il a vues et qu'il a bordées. Donc cet homme s'en prend à la manière douce pour faire un lien fraternel et maternel ainsi que paternel avec les victimes qu'il aborde, et ensuite il intègre la violence pour s'en prendre à ses victimes de manière violente et brute. Je n'ai jamais su comment et pourquoi il faisait ça, mais certaines personnes l'appellent le tueur de bébés, car dans le passé, on sait qu'il s'en prenait beaucoup aux enfants. Il s'en est pris un jour, une fois, à une mère qui avait un enfant qui n'était pas encore sorti de son ventre. Comme cet homme a la capacité de tuer des enfants et veut réellement tuer des enfants, car c'est son hobby, c'est l'hobby de ce tueur, c'est vraiment tuer des enfants. Un jour, il s'est dit qu'il allait faire plus fort que ça. Il allait tuer un enfant qui ne serait pas encore né. Il s'est donc attaqué à une femme enceinte et il a tué cette femme enceinte. Cette femme enceinte n'a jamais refait surface. Son corps n'a jamais refait surface. La police a donc laissé tomber et a abandonné son dossier qui a été mis sur le côté. Cet homme est toujours en vie, toujours dans les parages et s'apprête toujours à avoir de nouvelles victimes qui sont des enfants. Les enfants sont surprotégés dans notre ville. Dans ma vie, les enfants sont surprotégés et dans notre ville, les enfants sont vraiment surprotégés car personne ne veut qu'ils soient morts ou qu'il leur arrive des malheurs. On garde ça secret, on ne leur a pas encore expliqué concrètement qui il est, mais personne ne saurait expliquer concrètement une personne qui fait de telles choses innommables. Même moi, en vous expliquant ce qui s'est passé à mes frères et mes sœurs, j'en perds mes mots. Très souvent, je ne sais pas comment vous expliquer ça, car c'est réellement un meurtre. C'est plus qu'un meurtre, c'est sacrificiel. Il s'en prend aux enfants, il s'en prend à la vie, il s'en prend à la création de la vie, donc plus clairement aux femmes et aux mères, car les mères sont plus proches de Dieu qu'on ne le pense. Il n'y a que elles qui peuvent faire part à la création d'un enfant, donc d'un nouveau-né.
Donc les mères sont plus proches de Dieu qu'on ne le pense, c'est sacrificiel, ces meurtres sont sacrificiels. J'en perds mes mots quand je vous le raconte, c'est normal parce que c'est des meurtres sacrificiels. On pourrait croire que c'est juste un enfant qui va disparaître et qu'on va coller une pancarte Missing disparu sur un poteau dans la rue, mais c'est plus que ça, l'enfant n'a pas disparu, c'est sacrificiel. Son sang va servir à quelque chose, sa chair va servir à quelque chose, et son corps va servir à autre chose. Pour un sacrifice qui n'a d'ailleurs toujours pas été découvert, un tueur qui est en pleine nature, et moi je compte bien mettre ça à jour et écrire sur ce tueur, sur la mort de mon père, de ma mère, de mes frères et de mes sœurs. Je compte bien écrire sur l'assassinat de ma famille et mettre tout ça à jour, car je ne veux plus de meurtres, je veux que les gens cessent de mourir. Je veux que ces sacrifices, ces meurtres sacrificiels, cette personne qui s'en prend aux mères, les mères qui sont plus proches de Dieu qu'on ne le pense, je veux qu'il arrête, je veux qu'il soit mort, je veux qu'il soit tué, je veux qu'on arrête je veux qu'on arrête de pouvoir lui donner des avocats, je veux qu'on arrête de pouvoir plaider coupable ou plaider non coupable avec lui, je veux qu'on arrête de l'emmener à la cour de justice, je veux qu'on le tue, je ne souhaite que ça. C'est alors pour ça que je me suis rendu dans une maison très petite, au loin dans la campagne, une maison petite, charmante, avec de grandes portes à l'avant, deux fenêtres en arc de cercle au-dessus. Cette maison m'avait l'air très familière et m'avait l'air d'être une maison dans laquelle je pourrais facilement écrire le livre. Un livre que j'allais écrire sur des meurtres, évidemment, sur ma famille, sur des meurtres à moi, des meurtres que j'ai vécus, enfin que je n'ai pas vécus, mais que j'ai vécus sentimentalement. Donc sentimentalement parlant, j'ai vécu les meurtres de mon frère, de ma mère et de mon père. Donc je me suis dit que cette maison, cette petite maison avec ses deux fenêtres en arc de cercle, ainsi que cette grande porte que je pourrais ouvrir tous les matins pour voir clairement ce qui m'attendrait derrière les murs de cette maison, je saurais que je pouvais écrire plus facilement mon livre derrière les murs de cette maison que dans mon appartement dans la ville dans laquelle je suis actuellement. J'ai alors emménagé dans cette maison et je me suis rendu compte que petit à petit des choses n'allaient pas. J'entendais des bruits de pas, j'entendais des murmures. Le soir, je me souviens que quand j'allais me coucher et que je fermais les lampes, j'entendais des bruits de couteaux se lacérer les uns aux autres, des bruits de lames qui s'aiguisaient les unes contre les autres. J'entendais des bruits qui s'aiguisaient les unes contre les autres, des lames de couteau qui tombaient. J'entendais des cris dans ma tête qui résonnaient lorsque j'essayais de dormir mais que j'avais un sommeil très perturbé. Je ne savais pas quoi en penser, mais je pensais pouvoir avoir l'espace et avoir le temps pour bien écrire mon histoire. Je n'ai jamais eu le temps pour comprendre comment ça s'est passé, ni même pourquoi j'entendais des bruits de lames et de couteaux s'aiguiser les uns contre les autres. Je me suis un jour réveillé je me suis un jour réveillé et je me suis levé de mon lit. J'ai senti comme une présence, comme si quelqu'un était avec moi, mais que cette personne n'était pas réellement morte. Je savais que cette personne n'était pas réellement morte, mais qu'elle était avec moi. J'ai alors compris tout de suite que je devais alors chercher l'existence de cette maison sur Internet. Et j'ai compris et j'ai vu sur Internet que l'existence de cette maison était en fait la maison d'un garde d'une crypte qui se trouvait en dessous de la maison. Je suis alors tout de suite descendu à la cave, j'ai abandonné le clavier, le PC et la souris de mon ordinateur. J'ai lâché mes écrits et je suis parti à la cave. J'ai vu qu'il y avait toute une crypte avec des tueurs en série. J'ai vu qu'il y avait toute une crypte avec des affiches de plusieurs filles où il était écrit Missing disparu. J'ai pris une photo de chacune des affiches que j'ai été voir ensuite sur Internet. C'était chacune des victimes. Cette crypte était en fait une crypte qui renfermait des corps qui étaient enfermés dans des statues, qui étaient cassées ou bien qui étaient réparées, reconstruites. Contre des murs, elles étaient assises, elles étaient mises contre les murs et j'entendais des voix me murmurer à l'oreille chaque fois que je passais à côté d'une crypte ou que je passais à côté d'une statue. Je me demandais si ce ne pouvait pas être une victime qui avait été emmurée dans cette statue. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'entendais de plus en plus fort les voix me dire de partir, de ne pas rester, sinon je finirais emmuré. J'ai continué et j'ai continué et j'ai finalement vu tout au fond de la crypte une statue ressemblant à mon père, ma mère, ma sœur, mon frère et toute ma famille. J'ai vu que les statues ressemblaient à ma sœur,
à mon frère, à mon père et à ma mère. La chose qui m'a le plus terrifié lorsque j'ai vu cette statue de plusieurs personnes, c'est que moi, j'étais aussi sur cette statue. La statue représentait ma mère, mon père, mon frère et ma sœur, chacun avec un air terrorisé et apeuré. Ils avaient chacun un couteau à un endroit différent de la poitrine. Cependant, moi je n'avais pas un couteau dans la poitrine, mais une hache. Je savais que quelqu'un m'en voulait d'avoir décrit et d'avoir trouvé l'endroit dans lequel se trouve cette crypte. Je savais que quelqu'un m'en voulait d'avoir trouvé cet endroit. Je savais que ce tueur allait peut-être refaire surface. Si ça se trouve, je venais de mettre les pieds dans sa maison à lui, dans laquelle il a caché ses meurtres et dans lequel il a commis ses meurtres. Je ne savais pas réellement comment je faisais, ni ce que je faisais. Lorsque je suis remonté à tout va, en courant dans les escaliers, j'ai vu que sur mon ordinateur, il était écrit que j'allais mourir et que j'allais être enfermé dans une des statues et que rien ne pourrait m'en empêcher de sortir de cette maison, car la personne qui allait me faire ma statue et m'enfermer dans cette statue ne s'appelle pas le tueur d'enfants, mais le silencieux. Le silencieux était une ancienne légende sur une force surnaturelle qui se servait des serial killers pour faire passer leurs meurtres comme étant des meurtres sacrificiels. C'est pour ça que le serial killer du tueur de bébés n'est en fait, n'est en- ce tueur de bébés n'est en fait qu'une légende. Ce tueur de bébés n'est pas un serial killer, mais un serial killer tout simple. C'est un serial killer qui en fait tuait des enfants, c'est pour ça qu'on l'appelle le tueur d'enfants ou le tueur de bébés. Ça dépend à qui il s'en prenait. Et ce tueur en fait avait un motif bien particulier par rapport à ses meurtres, motif qu'utilisait la force surnaturelle, le silencieux. Le silencieux s'en est pris à plusieurs reprises au tueur d'enfants, et le tueur d'enfants n'était en fait qu'un pion sur un plateau d'échiquier. Moi, je n'étais que la victime qui s'était introduite par elle-même volontairement dans l'endroit dans lequel résidait cette force surnaturelle qui s'en prenait à sa victime et au serial killer. Le serial killer n'était qu'un pion sur un plateau d'échiquier qui était cette maison en plein milieu d'une campagne abandonnée. La crypte dans laquelle j'étais était un coffre-fort dans lequel la force surnaturelle renfermait chaque victime, chaque affiche de victime qui avait pu disparaître, et qui emmurait ces victimes dans des statues dans lesquelles elles avaient été tuées. Leur position dans laquelle elles étaient était la position qui était la même lorsqu'on les avait retrouvées. Ma mère était mise dans une position dans laquelle elle était en PLS par terre avec un couteau dans la poitrine. Mon père était par terre allongé et ma sœur était à côté de mon père et de mon frère, allongés les bras vers le haut et les jambes pliées en quatre. Je savais si ses jambes étaient pliées en quatre, je savais qu'elle avait 2 os cassés. Elle avait de multiples fractures à la jambe. La fracture, la fracture était bien représentée sur la statue. Elle avait de multiples fractures sur cette statue et mes parents étaient représentés en PLS avec chacun un couteau dans le dos. Mon frère avait été représenté de manière à se mettre par terre allongé, les bras dans un sens et l'autre bras dans l'autre, avec un couteau dans la poitrine. Il y avait aussi parfois du sang qui découlait de là où se trouvait l'arme du crime. L'arme du crime était enfoncée soit dans la poitrine ou soit dans le dos. J'ai remarqué que quand j'allumais la lumière, il n'y avait que l'arme du crime. Mais lorsque j'éteignais la lumière, je pouvais sentir qu'une matière visqueuse, noire, comme du goudron chaud, était en train de couler de l'arme du crime. L'arme du crime qui avait été bien sûr refaite sous la forme de statues en pierre grise. Je savais que j'étais la suivante à être emmurée, mais je ne savais pas comment m'en aller de cette crypte. Le silencieux avait réussi à faire de moi son second pion d'échiquier. J'étais sur le point de me faire tuer par un silencieux qui n'avait aucune voix, ni même aucune envie, ni même aucun besoin. Une force surnaturelle qui ne ressentait rien, aucune envie, aucun besoin, mais qui ressentait bien le besoin de manipuler les autres afin de tuer les autres. Il s'avérait qu'en fait, la force surnaturelle était coupable, mais le tueur n'était qu'un manipulateur, manipulé par cette force. Toute cette incompréhension, toutes ces années à chercher comment ils sont morts,
Tous ces livres que j'ai pu sortir sur des faits réels, tous ces meurtres dont j'ai pu entendre parler, toutes ces choses, tous ces meurtres, tous ces homicides, tous ces crimes dont j'ai pu entendre parler, tous ces meurtres auxquels j'ai assisté, le meurtre de ma famille, de mon frère, de ma mère et de ma sœur, m'ont mené à une seule maison, la maison du serial killer, le silencieux. J'étais pourtant persuadé que le silencieux était bien le tueur en série au masque de bébé. Mais il ne s'agissait nullement de ça. Le silencieux était une force surnaturelle qui se nourrissait des démons des tueurs en série. Les démons intérieurs des tueurs en série étaient vraiment la source du silencieux. Les démons des tueurs en série étaient la source du silencieux. Ce de quoi ils se nourrissaient. Ils se nourrissaient du fait d'incriminer la culpabilité des tueurs en série, car le tueur en série au masque de bébé, le tueur d'enfants, avait beaucoup de rancœur et de culpabilité par rapport à ses crimes. Il tuait ses victimes, il détestait ses victimes, il les haïssait, car certaines victimes avaient fait des choses par rapport à lui, ou l'avaient incriminé par rapport à certaines choses, donc il ressentait de la rancœur, mais aussi beaucoup de culpabilité par rapport au fait d'avoir tué quelqu'un de vivant. Mais la seule personne qui ne ressentait aucune culpabilité, qui ne ressentait que le néant et un bruit sourd et infime qui lui passait par derrière, le silence pur et sombre et obscur, ne venait que du silencieux. Le silencieux était cette force surnaturelle qui se nourrissait des meurtres, des crimes, des incriminations, de tout ce que le tueur en série a pu faire, de tout ce dont il a pu être incriminé, de tous ces meurtres, de toutes ces tueries, de toute cette cacophonie dont j'ai pu entendre parler, ne venait que du silencieux. Pendant des années, j'ai cru vivre toute seule au milieu des livres et des chapitres, des versets de la Bible que je lisais pour me protéger. Pendant toutes ces années, j'ai cru vivre au milieu d'une cacophonie dont je ne pouvais m'en libérer. J'ai cru vivre autour de meurtres, j'ai cru vivre autour de tellement de choses. J'ai cru vivre dans les tourments de la perplexité, de la complexité des meurtres qui sont arrivés. J'ai cru vivre dans le plan machiavélique de ce tueur en série, mais je ne vivais que dans la peur du silencieux. Le silencieux, cette statue muette avec un voile qui lui passait au-dessus de la bouche, les yeux perçants et les yeux brillants, coulant des laves, de la lave noire. Cette statue qui avait un voile qui lui passait par-dessus la bouche, qui ne disait rien, qui n'entendait rien, qui ne voyait rien, les yeux perçants, de la lave qui lui pinçait les joues, de la lave qui lui coulait sur les joues, pleurant des litres et des tonnes de magma. Cette force surnaturelle n'était qu'en fait le pantin qui nous manipulait. Cette force surnaturelle, aujourd'hui, je comprends qu'elle n'était qu'en fait la personne qui manipulait tous les autres comme des personnes. Nous n'étions que des pantins dans cette histoire. Cette histoire n'était en fait rien de plus qu'un placebo, comme une personne qui s'avère pouvoir croire que ses médicaments fonctionnent. Nous n'étions qu'en fait les personnes qui croyaient que le tueur en série était celui qui avait bien, mais bel et bien tué les membres de ma famille. Mais la personne qui avait bel et bien tué les membres de ma famille était en fait le silencieux, car le silencieux était depuis longtemps et depuis très longtemps celui qui avait manipulé et pris en otage le tueur d'enfants. Le tueur d'enfants n'était rien d'autre qu'une victime tout comme moi, une victime sous l'otage de cette entité qui pleurait du magma, de la lave noire qui lui servait de gouttes de larmes qui lui tombaient sur le visage. Elle était mouillée, recouverte d'un voile blanc, d'un visage dénué de tristesse, d'un visage qui regorgeait de colère. Dénuée de tristesse, elle ne ressentait rien, ni tristesse, ni culpabilité. Ce visage que je voyais à travers le tueur d'enfants
était en fait bel et bien le silencieux. Le dernier chapitre s'intitule le refermement de la crypte. Cette crypte que j'ai vue plusieurs fois apparaître dans mes cauchemars. Cette crypte dans laquelle je voyais toutes les positions possibles du tueur. Le tueur qui avait laissé ses victimes sous forme de plusieurs positions possibles était représenté dans la crypte sous forme de statues. Des statues dans lesquelles étaient enfermées toutes les victimes. Toutes les victimes, dont moi qui étais enfermé à la fin de cette crypte, avec toute ma famille, avec une hache dans le dos et un couteau dans la poitrine. Je ne pouvais m'imaginer représenté de cette manière-là. Je ne pouvais m'imaginer enfermé à l'intérieur de cette maison, mais j'ai compris que lorsque j'ai vu cette statue de ma mère, de mon père, de mes frères et de mes sœurs, j'ai compris que ce n'était plus moi dans cette maison, j'ai compris que ce n'était qu'un cauchemar et que la seule personne qui était à l'intérieur de cette statue, c'était ma mère, mon frère, mes sœurs et moi. J'étais enfermé, j'étais mort, personne ne savait comment j'étais morte, mais la seule personne qui savait comment j'étais mort, c'était bel et bien le silencieux, car le silencieux avait manipulé le tueur d'enfants afin de me tuer moi. Je n'étais peut-être pas une enfant, mais j'étais sur sa route. J'étais sur le fait et sur le point de découvrir en justice ce qu'il avait fait. Mais le silencieux avait manigancé et créé tout un plan, tout autour des tueries du tueur d'enfants, afin de retrouver sa trace et afin de retrouver ma trace et de m'enfermer dans la maison du silencieux et dans la crypte que j'allais découvrir. Mon histoire complexe et perplexe autour de tueries, de meurtres, d'incriminations et de beaucoup d'autres choses s'achève ici. Le dernier chapitre de mon livre qui n'a jamais été achevé s'appellera donc La dernière balle du fusil à plomb. La dernière balle du fusil à plomb que j'ai reçue dans la poitrine. Le jour où cette silhouette noire contorsionniste est venue vers moi, m'a arraché le fusil à plomb que j'avais pris en haut de peur de me faire attaquer. Cette silhouette contorsionniste noire m'avait arraché le couteau et m'avait arraché la carabine à plomb des mains et m'avait tiré 3 fois dans la poitrine. J'étais morte, mon esprit était enfermé sous la forme d'une statue et je ne savais plus en sortir car j'étais morte dans cette maison. Si je courais à travers le jardin et que je m'en allais en prenant la voiture, je pouvais toujours essayer mais je revenais toujours au point de départ. L'incrimination, les tueries et les criminels qui m'ont entouré toute ma vie, les tueries, les meurtres, les incriminations et les homicides qui m'ont entouré pendant toute ma vie m'ont hanté et m'ont fait perdre la raison. J'ai perdu la mémoire et j'ai fini dans un asile psychiatrique. Je ne savais plus où j'en étais, je ne savais plus ce que je faisais, je ne savais plus ce que je racontais. Et tout ça à cause d'un livre. Le dernier chapitre s'est intitulé « Ma mort par balle ».